ça m'évoque le village, la vie des gens anciens, un parler qui est chaud et généreux. Puis c'est agréable à parler, quand on peut. Si j'aime le provençal, c'est parce que ma grand-mère me l'a appris. Voilà, une grand-mère à laquelle je tenais beaucoup, parce qu'étant dans un milieu d'instituteurs, on ne parlait pas trop provençal, puisque le rôle des instituteurs, c'était d'apprendre le français à leurs élèves. Donc, on ne parlait pas trop provençal, quelques mots par-ci par-là, dans la maison père, mais c'est surtout ma grand-mère. Ma grand-mère qui aurait 150 ans à présent, pas celle-là, hein, ça c'est les aïeux. Et elle rencontre une dame dans Malocène qui était venue passer quelques jours, et ils étaient amis, et elle a dit, Madame Tussac, qui s'appelait Tussac, je voudrais du persil. Mais du persil, n'achetez pas, venez en chercher à la ferme. Et cette dame, en provenant, elle est venue chercher du persil à la ferme. Seulement à la ferme, il n'y avait que mon arrière-grand-mère. Et il lui a dit, votre belle-fille m'a dit de venir chercher du persil. Et il a dit, du persil, on n'en a pas. On n'en a pas. Pourquoi tu as dit? Et alors la femme est repartie comme ça, sans persil. Et quand ma grand-mère est arrivée, elle lui a dit, il y a une dame qui est venue chercher du persil. On n'en a pas. Mais non, c'est du jus vert. Du vert en provençal, il y a des jus verts. Mes grands-parents maternels étaient agriculteurs à Malocène, de famille d'agriculteurs. Mes parents ont acheté le bar en 1941, donc j'ai été élevée dans le bar. Et bon, j'ai souvenance parce que trop petite, je ne me rappelle pas. Mais j'ai souvenance du parler provençal à partir de 8 ans, surtout. C'est de là que j'entendais parler provençal, que je traduisais dans ma tête ce que j'entendais. Il fallait que je traduise, sinon je ne pouvais pas suivre les conversations des clients. Et comme j'étais curieuse, donc il fallait que je suive ce que j'entendais. Voilà. Et puis ma mère me parlait en français, et puis les clients qui étaient de l'âge de maman, ou plus âgés, ou même un peu plus jeunes à ce moment-là, parlaient couramment le provençal, le patois, quoi. On avait surtout du patois. À la maison, mes parents entre eux parlaient provençal, oui, mais ils nous ont toujours parlé français. À l'école, entre gamins, on parlait provençal. Par contre, on rencontrait souvent des voisins, bon, bien sûr, qui parlaient patois. Et moi, c'est vrai que je crois que les premiers mots que j'ai entendus, je ne me souviens plus, mais ça a été des mots en provençal. Donc j'ai parlé le provençal comme j'ai parlé le français. C'est arrivé pareil, quoi. Le provençal, c'est la langue qui se parlait ici. Alors quand on dit le provençal, nous c'est pas tout à fait le provençal, c'est le patois. C'est le patois local. Mais dans les maisons avant, tout le monde parlait patois. Les anciens, dans chaque maison, vous aviez le grand-père, la grand-mère, le père ou la mère, ou les deux, qui parlaient patois, inévitablement. Moi, chez moi, ici, j'avais une grande-tante, qui s'appelait Aurélie, qui ne parlait que patois. Elle comprenait le français. Mais vous lui posiez une question en français, elle vous répondait en patois. Donc, au fil du temps, on lui posait des questions en patois. On appelait Tati Aurélie, évidemment, et on lui posait des questions en patois. Le français, ils l'ont appris à l'école. Et ils l'ont appris à l'école, très bien, bravo les instituteurs, mais c'est un passé, ce français a un passé d'une centaine d'années. Ouais, les choses évoluent 150 ans, pas plus dans notre région. Hein. Les classes populaires ne parlaient pas français en 1900. À peine, ça a commencé en 1900. Les classes bourgeoises et aristocratiques, oui, depuis le XVIe siècle, parlaient français. Et occitan aussi. Mais le peuple, lui, parle français depuis les années 1900. Et ça s'est fait lentement, très lentement. Les gens du village, à l'intérieur du village, c'est vrai qu'à l'intérieur du village, il y a des gens qui avaient quand même des terres, ils ne vivaient pas que des rentiers. Et ils parlaient provençal quand ils allaient faire leurs courses. Ils parlent mieux provençal que français. C'est curieux, parce que des fois, je rencontre encore le peu qu'il en reste. De suite, on parle provençal et on se comprend, parce que le provençal, vous savez, c'est expressif. Quand vous dites arracher,
Estrassa. On s'abîme la gorge pour dire Estrassa. Pour moi, le patois, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a été, c'est un mot qui a été inventé pour déprécier, pour dévaloriser les langues régionales, les différents parlers régionaux. Alors dans un pays comme la France, qui a toujours été très centralisé, très jacobin, eh bien on a qualifié un peu tout ce qui n'était pas le bon parler de la cour royale au début, ça a été qualifié de patois. Ça c'est une question de pouvoir en quelque sorte. Donc linguistiquement, patois, ça ne veut rien dire. Ou alors, on pourrait l'employer avec sa valeur péjorative pour désigner des gens qui vont parler un mauvais français parce qu'il est mêlé de traits de langue régionale. À la limite, là, on pourrait parler de patois parce que linguistiquement, ce n'est pas quelque chose de solide. Mais même, ce n'est pas la peine, hein, à mon avis, d'employer ce mot patois pour ça. Hein. Cette langue, c'était la langue de la terre. C'était les paysans. Tout à l'heure, je disais, l'enseignant, quand on parlait patois, il nous disait « Oh, paysanas », mais paysanas, ça veut dire paysan. Et paysan, c'est un honneur. C'était pas un déshonneur, c'était un honneur, notre paysan. Mais à l'époque, c'est vrai que bon, le paysan, c'était celui qui vivait au fin fond de sa terre, qui se promenait avec son tracteur, qui n'était jamais allé à Paris, qui n'était jamais allé à Lyon, qui n'était jamais allé à Marseille ou autre. Et c'était dans ce creuset-là qu'on retrouvait le patois. Dans toutes les fermes, on parlait patois. Toutes les fermes du village, on parlait patois. Peu à peu, les générations se sont succédées, et ceux qui le parlaient le mieux, le patois, c'était les anciens. Et au fil du temps, oui, évidemment, les anciens ont disparu. Les jeunes, eux, de par l'évolution du monde agricole, ont bien été obligés de ne parler... Enfin, commencé à parler plus le français que le patois, et peu à peu, se sont mis à parler plus que le français, pour une raison simple. C'est qu'au lieu d'avoir le marché aux cerises à Malocène, comme dans les années 60, il est arrivé un moment où il a fallu qu'ils aillent porter leurs cerises, au lieu de les mener chez le courtier du coin, ils sont allés chez l'expéditeur à Avignon. Puis de là, ils sont allés plus loin. Et puis un jour, c'est des camions de professionnels de la vente de fruits qui sont arrivés. Ces professionnels-là, c'était des Lyonnais, enfin, j'ai rien contre les Lyonnais évidemment, mais c'était des gens qui n'étaient pas issus du tout d'un terroir vraiment agricole, comme nos paysans. Donc les gars, ils étaient bien obligés de parler plus que le français. Dans une civilisation, il y a des hommes qui travaillent, il y a des plantes, des animaux, il y a des monuments, il y a une histoire, il y a une quantité de choses, et il y a une langue. Moi, je disais souvent, quand on me demandait qu'est-ce que représentait le provençal, alors je disais, pour moi, ça fait partie du patrimoine. Je ne vois pas pourquoi on va se mettre en quatre pour sauver une petite chapelle à moitié ruinée, qui n'a aucun cachet artistique, que moi aussi je vais tâcher de sauver avec les autres. Pourquoi on se met en quatre pour sauver une petite chapelle perdue dans la garrigue, et pourquoi on ne fait rien pour sauver une langue, qui est quand même autrement plus importante que la petite chapelle dans la garrigue. Voilà, c'était mon argument. Ça reste d'ailleurs aujourd'hui mon argument. Donc c'est un élément patrimonial. Et en plus, c'est l'élément patrimonial qui touche immédiatement les hommes. Ce qui m'intéresse dans un monument, c'est de savoir ce que les hommes y ont fait. C'est pas qu'il y ait 4 murs, un toit et puis des jolies fenêtres en ogive. Ce qui m'intéresse, c'est la vie qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire le beau et le reflet des hommes qui ont vécu, qui l'ont fabriqué d'abord et qui ont vécu. C'est cette dimension humaine. Et dans une langue, je ne voyais pas que le vecteur d'une civilisation, je voyais les hommes qui la parlaient, qui la parlent encore aujourd'hui. On peut la parler tous les jours si on veut, hein, c'est pas tellement gênant. Il faut forcer quelquefois un petit peu les gens. Donc je voyais, c'est un élément humain immédiat. La langue, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est encore plus humain en quelque sorte qu'un monument. Puisque là, le monument, il peut vivre s'il n'y a plus de châtelains ou plus de culte, etc. Il peut continuer à vivre plus ou moins, en tant que structure au moins formelle. Tandis qu'une langue, à partir du moment où l'homme qui la pratique a disparu, la langue, elle disparaît aussi. Donc c'est un élément totalement et uniquement humain, la langue. La langue était un sésame pour aller discuter avec les gens, les vieux paysans, les vieux chasseurs, etc., avec qui que je connais encore, avec qui j'ai tissé des liens souvent de grande amitié, de grande complicité. Ces gens-là, cela durera-t-il? Je n'en sais rien, je ne fais pas de pari sur l'avenir,
Mais ces gens-là, lorsqu'ils racontaient une histoire en provençal, il y avait derrière leurs mots 1000 connotations. À l'école, on nous interdisait de parler patois. Interdit. Et on nous mettait au piquet, et j'en ai un très bon souvenir de M. Peyre, là, tiens, comme vous savez, ou M. Aubert. Il nous prenait les oreilles, il ne se contentait pas de les tirer, il les prenait et les tordait. Et il nous mettait au piquet. Alors on évitait de parler provençal. Moi, j'ai été au piquet On parlait aussi, parce que je provençal parlais qu'entre nous. On nous a donné des explications, malgré tout. ben Que oui. le patois ne servait à rien, que c'était une langue qui allait s'abolir, que plus personne ne le parlait, que plus personne ne le comprenait. Alors, bon, ben, même si vous êtes gamin, ben, vous arrivez à comprendre quand on vous dit ça ne sert à rien. Voilà. On comprenait malgré tout. Mais enfin, en arrivant à la maison, c'était du patois, c'est tout. C'était comme ça. Et les veillées à la maison, on a eu fait des veillées assez importantes. Ben, tout le monde en patois. La disparition du patois a commencé par l'enseignement à l'école. Je continue en patois, non? L'enseignement à l'école, si on a démarré à l'école, après il est à l'école jusqu'à 14 ans, puis après jusqu'à 16 ans, jusqu'à 19 ans, et le patois s'est perdu automatiquement ainsi. C'est pas perdu autrement. Hein. D'abord, quand on parlait patois, quand on faisait figure d'arrière. Paysannas. Des paysannas, voilà, on a dit le terme, mais pas paysan, mais paysannas. Voilà comment ça s'est perdu. Paysannas, c'est Mais péjoratif. C'est aggravé, Voilà, c'est aggravé la paysannerie. Mais rappelle des trucs, quand j'étais enfant, je m'amusais, là. Mes filles, qui ont quand même une 60 ans, entre 56 ans, hein, et quand elles avaient 10 ou 15 ans, même avant, à 10 ans, elles prenaient le car devant la maison. Et l'hiver, quand j'avais le temps, je faisais exprès de mettre mes souliers en bois, mes galoches, vous savez, les galoches pointues de mon grand-père. Et j'allais les accompagner au car, j'ouvrais la porte, non, n'ouvre pas, elle me disait. Je faisais exprès, elle ne voulait pas que ses copines voient que j'avais les galoches en bois. Et moi, je ne les ai jamais mises, mais je les mettais juste à ce moment pour faire voir ce qu'on était à l'époque. On avait les galoches, je ne sais pas si elles les ont, encore si elles les ont foutues en l'air. Mais ces galoches en bois, ça les faisait râler. L'éducation nationale a toujours nié, par exemple, qu'il y ait autre chose que le français comme langue en France, ce qui est une aberration. Et la langue parlée par nos paysans ici, ils l'appellent patois. Ça veut dire que la langue des troubadours, c'est du patois. Qu'est-ce que c'est que cette salade? La langue de Mistral, c'est du patois. Et ça, on l'entend. Parce qu'on est dans un système de culture dominante qui ne veut pas descendre. Ça a commencé quand on a été petit, non? Ouais. Quand on est né, disons, ça remonte à 80 ou 86 ans, qu'on a imposé l'unification de la langue Vous avez française. interdit de parler patois. Ça a passé dans les écoles. Et automatiquement, les écoles, les maîtres, les instituteurs ont imposé cette loi. Ici, vous parlez français. C'était expressif, à tel point. Vous voyez, j'ai des problèmes d'audition, d'écoute. Eh bien, si vous me parlez patois, je comprends. Si vous me parlez, vous voyez, patois, c'est même pas provençal, c'est le mot patois. On parlait patois. On n'employait pas le mot provençal. C'est la région. On parlait patois. Vous voyez? Comme en Et Espagne. quand j'en vois quelques-uns, que je vois Arnouz, ils peuvent me parler doucement, je les comprends. On se comprend. Tandis que si vous me parlez français, c'est pas forcément que je comprends, il me faut des écouteurs. C'est expressif. Le patois, c'est expressif, on le vit. À l'école, les gens de ma génération, à l'école, on a tout fait, évidemment, pour les empêcher de parler patois. Et je me souviens ici, quand tu rentrais à l'école et que tu disais un mot de patois, mais l'enseignant était obligé de t'engueuler. Il te disait, mais tu es le paysanat, c'était comme ça. Ici, on ne parle pas patois, ici, on parle le français. Et peu à peu, les jeunes ont perdu ce côté patois. Mais encore une fois, le patois, pas vraiment le provençal. Provençal, la langue de Mistral, c'est travaillé, c'est magnifique,
Mais nous, c'était pas ça. Franchement, la langue, c'était vraiment le patois. Dans notre région, il faut partir de ce qui actuellement est la culture dominante pour arriver à ce qu'on pourrait appeler, pourquoi pas, la culture dominée. Parce que la culture régionale, c'est une culture qui est dominée. Donc c'est pas elle qui peut conquérir la culture dominante, c'est la culture dominante qui peut un jour prendre en considération la culture subalterne, c'est-à-dire la culture dominée. C'est-à-dire que tous les pouvoirs culturels qui nous gouvernent et qui nous forment, c'est-à-dire l'école, et disons bien dans l'absolu, dans l'idéal, la télé, les médias, Internet, etc., tous ces pouvoirs-là devrait partir donc de ce qui est la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette réalité mondialisée qu'on ne peut pas nier, cette réalité qui fait que nous connaissons que la planète est devenue un grand village. Bon, ça c'est la réalité perçue partout, c'est la réalité vécue, et c'est la réalité perçue surtout par les jeunes qui sont nés là-dedans. Et c'est à partir de cette réalité mondiale et mondialisée que l'on pourrait dire, mais apprenez à regarder aussi l'endroit où vous avez vécu, où vous vivez, où vous êtes né. Donc la démarche devrait venir d'en haut et aller vers le bas. Et non pas le contraire, parce qu'elle va se trouver toujours bloquée à partir du moment où elle va sortir du local. Parce qu'elle va se trouver en face de murs qui sont les murs du lycée, je connais bien, les murs des médias, etc., qui vont dire tout ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler de Racine, de Platon, de la Palestine, ou je ne sais trop quoi. Chose tout à fait intéressante, je suis bien d'accord, mais qui sont au-delà du mur. Donc, si nous partons de nos petites choses, de notre enracinement, on va se heurter à ce mur, et derrière le mur, alors il y a les grandes choses. Voilà, il n'y a plus le berger avec son troupeau, mais il y a Racine, il y a Platon, il y a les problèmes du Moyen-Orient, les choses sérieuses. Donc, on se heurte à un mur. Et je pense qu'il faut prendre le contre-pied de ça. Ça s'est imposé, quoi, à l'unification. Moi, ça a disparu comme ça. On a monté au piquet, si on parlait provençal. Mais pourtant, ça parlait encore dans les années 70-80 provençal. Ouais, moi, quand je raconte toujours, je les connais. Hein, les gens qui ont même, disons 20 ans de moins que moi, il y en a encore qui parlent provençal. Hein. Quand j'allais à l'école ici, il était interdit qu'on parle en patois. Donc, toute cette génération, nous n'avons pas parlé patois, et pour l'apprendre à nos enfants, c'était encore délicat parce qu'ils n'en avaient pas les sonorités dans les oreilles. Ils n'en avaient pas les sonorités, je pense déjà ça. Et puis, du fait qu'on nous a appris à parler français, on a continué à parler français, même à nos enfants. Il y a, je pense, une part de ça, et donc le déclin, il est venu... Parce qu'à nous, on ne nous a pas appris à parler provençal. Alors les enfants à la campagne parlaient le provençal, mais sitôt qu'ils arrivaient à l'école, ils étaient punis qu'ils parlaient provençal. Et ils en ont perdu un peu l'habitude après. Je pense le déclin, il est venu donc après la 1945, quoi. Doucement, quoi. Et je pense que c'est ça qui a amené le déclin. Et puis moi j'ai continué à parler français avec mes enfants, comme ma mère m'a fait. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Et dans les cours de provençal, il n'y a pas assez de jeunes qui ont. Bon, ils ont autre chose à faire. Hein. Moi, quand je peux, je parle un peu provençal avec... À ma fille, on a essayé de lui apprendre provençal. Oh, vous savez, quand on a 14-15 ans, on s'en fout un peu. Pourquoi on avait honte? Mais parce que on n'était pas instruits. Celui-là, on avait le sentiment qu'on était très peu allé à l'école, puisqu'à l'école, on vous l'interdisait. Vous preniez l'habitude de parler français. Et si vous ne parlez pas patois, vous êtes un arriéré. Voilà. Vis-à-vis de la société. Vous êtes un arriéré. Et alors, on l'a perdu, ça nous arrive. Moi, je vois des fois, même quand je vais au bal, ça m'arrive, il y a des gens de mon âge, que j'y parle provençal, mais je vois les gens qui se retournent et disent, tiens... Alors bon... Ça choque maintenant. Ça choque. Un bonhomme comme Giono, par exemple, c'est pas un imbécile, Giono, hein, c'est un écrivain quand même, qui a quelques vertus. Eh bien, il est, sauf depuis une date relativement récente, c'est quelqu'un qui n'était jamais dans les programmes d'université, jamais dans les programmes de baccalauréat. Et si vous prenez une histoire de la littérature chez Nathan, par exemple, elle est là-haut, eh bien, vous avez 5 lignes sur Giono. 5 lignes. Or, c'est un écrivain, c'est pas l'écrivain que je préfère, moi, personnellement.
Mais c'est quand même un écrivain de valeur. Mais alors on l'appelle régionaliste. Alors moi je réponds toujours, Apollinaire avec le pont Mirabeau, sous lequel coule la Seine, c'est un régionaliste aussi, régionaliste parisien. On est dans un refus justement des cultures de base qui est un pur scandale aujourd'hui, un pur scandale. Donc c'est un mur auquel on se heurte, même quand on fait partie du sérail, comme c'est mon cas. On assiste à un naufrage complet de tout ce qui n'est pas la culture officielle. Alors on dit, ah mais c'est une culture, en plus vous comprenez, ça correspond à une période passée, ça correspond à une période qui a complètement disparu, une société qui n'est plus la société d'aujourd'hui. Et quand tu étudies La Fontaine ou Molière ou Racine, est-ce que ce n'est pas une société du passé? Est-ce que ce n'est pas une société qui a disparu aujourd'hui? Et pourtant on prend du plaisir à l'étudier, pourtant elle est au programme. Et pourtant, elle est aussi passéiste que la culture de nos paysans ou bien de ceux qui les représentent à un niveau plus littéraire. C'est presque, je dirais, un assassinat, cette mort des cultures populaires. Et ça fait du dégât. Après tout, on pourrait dire une langue qui meurt. Bon, il y en a eu d'autres, l'Étrusque a disparu, des auteurs dont on ne parle plus, il y en a eu d'autres, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que on a fait comme si cette culture-là ne pouvait pas apporter quelque chose aux individus. Or, c'est elle qui pouvait leur apporter au moins une petite chose, ou une grande chose, qui est ce fameux ancrage. C'est déjà pas mal. Les gens qui venaient de plus haut, ils nous prenaient vraiment pour des paysans. Ils nous prenaient pour des gens bas, sans instruction, des feignants, sans instruction. Et puis, il a fallu qu'on se rebelle un petit peu. En fait, les gens se sont rebellés en voulant faire voir que non, on n'était pas bêtes, on n'est pas feignants, parce qu'on travaille dans le midi, où qu'il soit, à l'ouest, à l'est, on travaille tous, on force bien même. Si on veut avoir un rendement, aussi bien dans un commerce que dans la campagne, parce que jeune, j'ai travaillé à la campagne aussi. Donc, il faut travailler, et il n'y a pas de raison qu'on nous traite de feignants. Donc, il a fallu faire valoir notre langue. Quand j'ai eu ma période de jeune homme, comme beaucoup d'autres, je veux dire, vous étiez avec des filles qui étaient parfois de la ville. Oui. Elles n'aimaient pas quand on parle patois. Elles n'aimaient pas. Parce que ça faisait paysan, parce que ça faisait campagnard, parce que ça faisait... C'était un autre monde. Bon, il est exact que les années 68, 70 se sont traduits par un renversement complet du regard que l'on avait sur les langues régionales. Auparavant, les langues régionales étaient considérées comme des langues un peu sous-développées. Et comme elles étaient souvent des langues paysannes, il est vrai que les paysans faisaient un complexe, parlaient provençal, alors qu'à la radio, on entendait parler français, que les gens bien parlaient français déjà partout en Provence. Donc il fallait s'échapper en quelque sorte de ce qu'ils considéraient comme un carcan, le carcan donc des langues régionales. C'était aussi la conséquence de cet enseignement dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'enseignement des hussards de la République, c'est-à-dire des instituteurs de la Troisième République. Et c'est ce regard que eux-mêmes, par une forme d'aliénation, c'est-à-dire les gens du pays, avaient sur leur propre langue régionale, était partagé par les étrangers. Moi, je me rappelle avoir remarqué des personnes ou lu des articles qui étaient vraiment odieux à l'égard des méridionaux. Les méridionaux mangeurs d'olives et d'oignons, enfin des trucs, on lisait des trucs comme ça, quoi. Voilà, alors on venait bien dans le midi parce qu'il y avait du soleil, on venait faire le bronze-cul, mais on avait un souverain mépris pour les gens du Midi. On a commis peut-être une erreur, c'est de considérer que pour étendre la langue française, pour l'apprendre aux élèves, il fallait complètement éradiquer les langues régionales. Alors, on sait maintenant que ça a été une erreur, parce que les langues régionales pouvaient être effectivement un support, un
piédestal à partir duquel, un tremplin plutôt, à partir duquel on pouvait justement par comparaison étudier le français comme on étudie une langue étrangère par exemple. On va pas, quelqu'un à qui on apprend l'anglais, on va pas lui demander de ne pas parler français le reste du temps. Donc sur le plan linguistique et psychologique, ça n'a pas été une réussite et de toute façon ça a été quelque chose d'assez dramatique pour les langues régionales, ça c'est exact. Les derniers locuteurs spontanés, ce sont les paysans. Et c'est vrai, bon, je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi des intellectuels qui s'amusaient à parler, je dis s'amuser, c'est un peu péjoratif, mais enfin, c'était aussi un jeu intellectuel. Donc, des intellectuels qui parlaient provençal entre eux, mais enfin, disons, c'est d'une spontanéité à la limite, hein, parce qu'en général, ils parlent français, suivant avec qui ils sont. Le dernier bastion de la langue provençale, c'est effectivement les paysans. Les paysans. Et lorsque ils se retrouvaient à ces époques que je disais, dans les années 70-80, sur les marchés, ils parlaient provençal, mais je les entendais. Quelquefois, si je les connaissais, je participais à ces dialogues-là. Mais ce n'était pas du tout pour se singulariser. C'était encore la langue provençale. Alors, la langue spontanée. Je sais bien qu'on a dit que bien souvent, quand il y avait un étranger, on se mettait à parler provençal un peu pour se moquer de lui, parce qu'il ne comprenait pas, ou pour dire des choses pas très agréables à son égard. C'est vrai, mais enfin, ça c'était quand même quelque chose de tout à fait anecdotique. C'était pas la règle générale. Non, les paysans ont parlé provençal spontanément entre eux parce que c'était leur langue préférée. Ils parlaient français, tout le monde parlait français. Dans les années 80, dans les années 70-80, tout le monde parlait français, souvent en excellent français d'ailleurs, issu du travail de l'école. Mais s'ils parlaient provençal, c'est qu'ils étaient à l'aise, comme on peut être plus à l'aise dans un costume que dans un autre costume, en quelque sorte. C'était un peu quelque chose comme cela. Je vois dans des pays comme le mien, comme des pays voisins, bien souvent, des gens qui viennent d'ailleurs, beaucoup plus intéressés, je ne parle pas spécialement de la langue, mais je dirais par l'histoire du pays, la personnalité du pays, que les gens du pays lui-même. Parce que les gens du pays, bon, certes, j'ai dit tout à l'heure qu'ils sont revenus très volontiers à la langue, mais enfin, ça n'a pas été quand même une révolution. Ça a été une révolution à l'époque de 68, où on remplissait les classes avec des élèves de provençal. Bon, après, ça a nettement diminué, donc ça n'a pas été une révolution. Tandis que chez les étrangers, il y a eu ce mouvement qui fait que, bien souvent, dans les associations patrimoniales, de défense de ceci ou de cela, donc dans le cadre d'un pays, dans le cadre d'un village, par exemple, il y a autant d'étrangers que d'indigènes, quoi. Et ça, c'est sympathique. Quand on s'est mariés, alors bon, ça fait 65 ans, on est allé en voyage de noces à Paris, chez un oncle. Et quand on était dans la rue, on entendait parler toutes les langues. Il y avait l'anglais, il y avait tout ce que vous voulez, les espagnols, tout. Je lui ai dit à ma femme, écoute, on s'emmerde pas, on parle patois, on sera comme tout le monde. Et c'est les autres qui ne comprennent pas. C'était une forme de vengeance, vous voyez. Le français, malgré tout, s'imposait peu à peu, et peut-être fallait-il qu'il s'imposât, hein, la question n'est pas là, mais moi j'ai jamais senti une volonté de destruction systématique. Au contraire, les instituteurs, dans cette époque-là, ils étaient, peut-être plus qu'aujourd'hui, très proches de la vie locale. Quelquefois, c'était des enfants du pays. Mon père était un enfant du pays, ou d'un village voisin. Donc ils avaient fait l'école normale, etc. Ils n'étaient jamais allés bien loin pour leurs études. Hein. Donc ils étaient restés dans le creuset local. Et ils n'avaient pas du tout l'intention de se couper de ce creuset local. Ils faisaient leur boulot, qui était d'apprendre le français aux enfants. Mais ils ne voulaient pas ils ne considéraient pas que les paysans et la façon dont les paysans vivaient, la façon dont ils voyaient le monde et la façon dont ils parlaient, comme la préhistoire, qu'il fallait détruire éradiquer complètement pour que les gens puissent aller vers des avenirs plus brillants. Non, c'était des gens qui étaient intégrés dans la vie locale. Donc il n'y avait pas d'agressivité par rapport à ceux qui faisaient la vie locale. D'ailleurs, bien souvent, les instituteurs, quand le soir ils allaient boire le pastis au bistrot, ils parlaient provençal. Hein.
Ce Marcel, alors il voulait faire amuser les autres et il parlait en provençal. Pour pas que l'institutrice comprenne dans la classe. Et nous on riait, on riait, on riait. Et elle voulait nous punir, bien entendu. Alors, Marcel, il faut dire dis-moi ce que tu dis. Eh oui. Vous comprenez? Oui, parce qu'elle ne comprenait comprenait le pas. Elle ne comprenait pas le provençal. Alors, oui, mais mademoiselle, vous allez me punir. Alors, elle lui dit, je te promets que je ne vous punirai pas. Alors, chose promise, chose due. Alors, bon. Alors, il s'est mis là, il dit, il nous chantait, mademoiselle, faites-vous belle, votre galant viendra ce soir. Si vous embrasse, faites-y place, et si vous mord, criez bien fort. Mais il le disait en provençal. Mais oui, mais seulement après, il lui a dit en français. Ah, d'accord. Puisqu'elle lui avait promis qu'elle ne le punirait pas.